Il est 6h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bon réveil et bon début de journée. Merci beaucoup d'être fidèle à ce rendez-vous du matin. Kékéliba sur la RTS, nous sommes mardi. Il s'agit donc du deuxième numéro de la semaine à suivre dans quelques instants. Sur ce plateau, les chroniques habituelles, il s'agit, comme vous savez, de e-administration présentée par Hassan Sine qui va tout à l'heure nous rejoindre. Il y aura également Khadi pour sa chronique littérature pour tous ceux qui sont passionnés de lecture. Alors, Sarah également sera de la partie, sans oublier notre invité du jour qui va nous accompagner jusqu'à 8h. À noter aussi que nous serons en direct de Kédougou pour recevoir un autre invité. Il s'agit du directeur de l'hôpital régional. Vous allez tout à l'heure l'avoir sur le plateau, pas sur le plateau, mais en direct de Kédougou. Alors, l'équipe va tout à l'heure me rejoindre, mais en attendant qu'elle s'installe, je vous propose de suivre la météo du jour, le temps qu'il fera à Dakar et à l'intérieur du pays, à Kédougou notamment, puisque c'est la région star du moment. Nous allons tout de suite le découvrir et on se retrouve dans quelques minutes. Amis téléspectateurs de Kékéliba, bonjour. L'actualité météorologique de ce mardi restera marquée par une fraîcheur matinale qui sera ressentie à l'intérieur du pays et une sensation de chaleur qui sera aussi ressentie au courant de la journée du mardi. Alors, l'animation satellitale nous montre des passages nuageux qui sont attendus sur le nord-ouest et le centre-ouest du pays. Et sur le reste du pays, c'est un ciel dégagé qui sera de mise. Pour les prévisions de ce jour, alors des passages nuageux sont notés sur le nord-est du pays, laissant donc le reste du pays sous un ciel ensoleillé avec une bonne présence du roi soleil qui sera noté à l'intérieur des terres. Ce qui fait qu'en termes de sensation, ça sera une forte sensation de chaleur qui sera ressentie à l'intérieur des terres, au nord, au centre et vers l'est du pays, avec des valeurs qui tourneront entre 39 allant jusqu'à 40 degrés dans certaines localités, 41 degrés comme le pic qui sera attendu à Linguère. Vers la partie sud du pays, les températures maximales tourneront entre 34 à Ziguinchor, allant jusqu'à 36 degrés à Kédougou, et Dakar gardera une valeur de 31 degrés. Donc, globalement, chers téléspectateurs, c'est une fraîcheur matinale qui sera ressentie à l'intérieur des terres. Et au courant de cette journée, une sensation de chaleur sera notée avec une bonne présence du soleil qui sera notée sur une bonne partie du territoire sénégalais, ce qui fait que les températures maximales tourneront entre 39 dans certaines localités, allant jusqu'à 41 degrés à Linguère. Ce qui met fin à ce bulletin météo. Merci beaucoup à nos partenaires de la NACIM pour les prévisions du jour. La sensation de fraîcheur va donc se poursuivre dans certaines parties du pays et c'est tant mieux. Alors je rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 8h et merci à ceux qui nous suivent depuis chez eux, devant leur télévision sur la RTS. Merci également à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et je le rappelle, il s'agit de Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Dans un petit instant, l'équipe va s'installer, mais nous allons rejoindre sans plus attendre le coach Tanda Khadiaye en salle de gymnastique pour les exercices de ce mardi et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, encore une fois ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui avec l'exercice que nous vous proposons et ce sera avec le coach Beau. Alors, le coach Bou, évidemment, en compagnie, bien sûr, du coach Do, mais également, le coach Mansour. Alors, l'exercice que nous vous proposons, un travail des mollets. Alors, au niveau des mollets, c'est vrai que ça va toucher un tout petit peu les jumeaux, ça va intéresser aussi le solaire, mais ça va aller justement, disons que les membres inférieurs, beaucoup de parties qui seront touchées. Évidemment, quand on travaille les mollets par ricochet, il y a d'autres muscles et d'autres articulations qui donc vont être concernées. Alors, cela dit, je vais donner la parole au coach Bou.
Alors bonjour mesdames et messieurs, nous sommes là ce mardi, deuxième jour de la semaine. Donc on est là aujourd'hui pour présenter notre capsule qui va porter, comme l'a si bien dit Coach Tandakha, le renforcement des mollets. Il a parlé tout de suite des jumeaux, des solaires. Effectivement, c'est les muscles qu'on va solliciter. Mais ici, il faut savoir que c'est une partie que la plupart des programmes d'entraînement qui sont faits ou bien des propositions d'entraînement pour le bas du corps sont oubliés, comment dirais-je, les mollets, ils oublient des fois de les renforcer. Pourquoi ils croient que des fois, si on parle du bas, ça consiste les quadriceps, les ischio-jambiers et ils oublient la plupart en rate les mollets. Or, qui sont très efficaces pour pomper le sang en fonction du retour veineux qu'on doit créer pour avoir un très bon retour veineux. Parce que vous savez bien, le sang qui passe du haut vers le bas, vers les membres inférieurs, doit retourner pour avoir une même circulation compacte au niveau des poumons pour se réoxygéner. Maintenant, il faut avoir une pompe qui va favoriser cela. Et le mollet il est favorable à cela. Et vous savez bien aussi, ceux qui font les sports d'athlétique, de saut ou bien d'agilité, la plupart, ils ont besoin d'une certaine mobilité de déplacement. Les mollets sont importants là, car les sauts verticales, ils sont efficaces là-dessus. Il faut bien renforcer vos mollets. Ne les oubliez surtout pas. On est là, on vous propose juste certains exercices. À tout de suite dans les démonstrations. Merci. Coach, alors j'espère bien que vous nous avez bien suivis. Vous avez vu la description des mouvements, comment ça s'est bien passé. Donc, essayez juste d'avoir une partie de renforcement des mollets pour toucher certaines parties du bas du corps, notamment les jumeaux, votre solaire en même temps aussi. On se donne rendez-vous à demain, Inch'Allah, dans nos prochaines capsules. Et merci à tout le monde. Merci coach Bou, merci coach Mansour, merci également au coach Do. Mesdames et messieurs, j'espère que ça vous a plu, cet exercice, le travail de mollet. Alors comme vous le savez, évidemment, ça fait partie du travail des membres inférieurs et en tout cas, eh bien, beaucoup de muscles des groupes musculaires ont été touchés, notamment, je disais tout à l'heure, en tout cas des articulations en passant par le bas jusqu'en haut du membre inférieur. Alors tout de suite, le coach Bou, merci beaucoup et mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver demain, Inch'Allah. Merci beaucoup, coach Tandakha Ndiaye. Rendez-vous donc pris demain pour un nouveau numéro de votre capsule gymnastique. C'est vrai qu'il est souvent reproché aux hommes d'oublier de travailler les mollets, surtout quand ils sont en salle de sport, n'est-ce pas, Hassan? Oui, et pas plus tard qu'hier, j'ai beaucoup travaillé les mollets. Ah, tu as compris le message maintenant. Oui, maintenant c'est important. Il faut une certaine harmonie quand même du corps. Effectivement. Oui. Le haut est beaucoup plus visible, mais ce n'est pas une raison pour ne travailler que ça. Oui.
c'est important aussi. Pourquoi elle rigole? Parce que elle va je sais tout de suite qu'hier, nous tu dire. n'étais pas en salle. J'ai des Et photos. que tu n'as pas travaillé tes mollets. J'ai des photos. On va les sortir et les montrer aux D'accord. téléspectateurs. Très bien, alors. je vais donner ça à moi. Les Oh, preuves. à ça. Les preuves. Bon, très bien, Il faut même d'accord. faire la publicité de la salle où j'étais. Hein. Ah oui, C'est où ça? Def Sport Zach Mbao. Ah bah là, d'accord, je te crois. Ah. Ouais, tu y étais es en vraiment habitué? hier. On va Ou tu dire es ça. un Je sportif suis un du débutant dimanche? là-bas. Là-bas. Et tu démarres Mais ailleurs, par, non. par quoi comme exercice? Les jambes. Oui. Il y a, je ne sais plus comment on appelle ça. En tout cas, il y a une série d'exercices qu'on fait pour les jambes. Oui. Ensuite, on travaille un peu le haut du corps, Oui. les biceps, Oui. les épaules et voilà. Et Adamage, après, on moi fait j'ai un des images d'Hassan à Toubacouta en train de faire de la gym sous les directives du coach Tandakha avec toute l'équipe. Tu vois, Khadi est en train de rigoler. Les archives. Donc, J'avoue qu'il il y y a a des 2 ans, archives. parce qu'il y a 2 ans, hein, c'est que Tu n'étais pas Oui, très mais sportif. Il y a C'est deux, il y a non, 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 Il y a j'étais 2 ans. sportif, Oui. mais j'avais un problème avec la synchronisation. Mais oui, entre-temps, ça a changé. Mais la musculation Oui. et la gym, c'est pas pareil. C'est pas pareil. pareil, oui. Très bien. Oui. On attend les images alors. Il faut savoir danser pour faire de la gym, alors que moi, je ne sais pas danser. C'est un petit peu comme le fitness aussi. C'est Oui. ça. Oui. Alors Hassan, on va parler de quoi tout à l'heure dans ta chronique? Alors, nous allons parler tout à l'heure de Dynamic Learning qui a été lancée. La fondatrice de cette initiative était sur le plateau il y a 2 semaines, donc le lancement est fait. Dynamic Learning est partenaire de Sénégal Numérique pour aider les élèves Ouais. et même les candidats libres à faire leur révision du bac en ligne. C'est ça. Ce sera tout à l'heure. Alors, bonjour Hadi. Je suis contente de te retrouver. Et les livres? Alors, les livres se portent bien. Ça va. Puisque Alune a les arbres comme ami, toi, on va dire que ce sont plutôt les livres. Les livres. Et oui, et nous accueillons également notre invité, l'autre invité de cette matinale, Kenkeliba, de ce mardi. Et Sarah va nous le présenter tout à l'heure. On va juste dire qu'il s'agit de Mohamed Diallo et son profil. Vous allez le découvrir tout de suite avec Sarah. Oui, j'enchaîne. Exactement. Très bien. Alors, Mohamedou Diallo, qui vient juste de nous rejoindre en plateau, tu l'as dit, il est le fondateur et directeur général du magazine panafricain CIO ou CIOMAG. Il nous dira comment est-ce qu'il faut le dire exactement. Dans tous les cas, retenez que c'est un magazine consacré au numérique et destiné aux acteurs de l'écosystème digital africain. Il est l'initiateur du Digital African Tour et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il est sur ce plateau ce matin pour nous parler de l'édition 2023 après Casa. Cette édition aura lieu à Dakar du 16 au 17 novembre sur le thème Villes africaines durables, mobilité urbaine, accélérateur de croissance, point d'interrogation. On répond donc à cette question dans la rubrique invité. Et puis, avant lui, un autre invité, mais ce sera cette fois-ci par visioconférence. Exactement. Actualité oblige. Kédougou, donc la star, on va dire tout simplement, puisque l'administration centrale est à Kédougou. Hier, le chef de l'État a présidé un conseil présidentiel. Et nous, à Kédougou, nous retrouvons notre premier invité ce matin. Il est d'ailleurs déjà connecté. Il s'agit du docteur Elhaj Amadou Dieng, qui est le directeur du centre hospitalier régional Amat Dansokho. Avec lui, bien évidemment, nous revenons aujourd'hui sur le bilan 2 ans après l'inauguration de cet hôpital. C'était un 31 mai 2021, hôpital qui a été inauguré par le chef de l'État. Je rappelle le coût, c'est plus de 20 milliards de francs CFA sur une superficie de 12 hectares. Alors quel impact est-ce que ce centre hospitalier a eu aujourd'hui sur la vie des populations kédovines, mais au-delà, puisqu'on est dans une zone frontalière, on interroge véritablement tout ça aujourd'hui. Comment est-ce que cet hôpital est géré, l'administration, le personnel, les patients, le dispositif mis en place? On interroge évidemment le directeur de l'hôpital régional sur toutes ces questions et ces problématiques ce matin. Exactement. Et il nous entend justement, docteur Mohamed Diallo, comme je le rappelle, est le directeur dont... Elhaj Amadou Dieng. Excusez-moi, j'ai un petit peu confondu. Docteur Elhaj Amadou Dieng, qui est donc le directeur de l'hôpital régional de Kédougou. Il est en direct avec nous dans Kenkeliba de ce mardi. Et c'est à toi, Sarah. Docteur, bonjour d'abord et merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions. On imagine qu'hier, vous avez également eu une journée chargée avec le Conseil présidentiel, mais vraiment merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Bon, puisque c'est le matin, on va poser la question, bien évidemment, au docteur Dieng de savoir comment est-ce qu'il va ce matin. Comment allez-vous, docteur? Comment va la santé à Kédougou? Merci Sarah. On va
très bien. Je profite de cette occasion pour vous remercier de l'invitation. Remercier également Adama Anouska et l'ensemble de vos invités. On va très bien à Kédougou. On accueille l'ensemble du gouvernement et on est très content de les accueillir ici à Kédougou. Très bien. Alors, docteur, je le disais, 2021-2023, aujourd'hui, quel bilan est-ce qu'on peut faire du fonctionnement de cet hôpital que vous dirigez d'ailleurs? Comment a-t-il amélioré la vie des populations locales? Sarah, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, hein, c'est un hôpital qui a été inauguré il y a exactement 2 ans et demi par son Excellence Monsieur le Président de la République lors de son dernier passage à Kédougou. Et c'était un hôpital, en tout cas, qui répondait en tout cas à la vision du Président de la République et qui a permis en 2 ans de pouvoir quand même mettre sur pied cet hôpital-là. Et aujourd'hui, quand même, on a fini, après 2 ans, de mettre en place l'ensemble des services qui constitue cet hôpital. Je rappelle que c'est un EPS, un hôpital, un établissement public de santé de niveau 2, avec l'ensemble des spécialités qui sont d'habitude retrouvées dans ces types d'EPS. Donc l'hôpital quand même a fini de répondre aux besoins de la population avec pratiquement l'ensemble des spécialités médico-chirurgicales qui sont actuellement fonctionnelles et opérationnelles au sein de cet hôpital et qui a fini quand même de soulager les populations de Kédougou et les populations de la zone environnante. Docteur, tous les services sont-ils fonctionnels et quels sont les chiffres que vous pourriez nous donner aujourd'hui en termes de consultation, par exemple? Actuellement, pratiquement l'ensemble des services sont fonctionnels. Nous avons eu ce qu'on appelle communément un service d'accueil des urgences qui fonctionne 24 heures sur 24. Et en plus de ces urgences, il y a les autres urgences gynécologiques qui sont reçues également 24 heures sur 24, de même que les urgences pédiatriques. Et d'habitude, ces services s'adossent sur ce qu'on appelle la chirurgie, en tout cas le plateau chirurgical, qui est composé de la chirurgie générale, de la chirurgie orthopédique, de la chirurgie pédiatrique, de la chirurgie ORL, sans compter également le volet médical, avec la cardiologie, la médecine interne, la consultation externe, l'ophtalmo, voilà, et l'ensemble des services de soutien, tels que l'imagerie médicale avec scanner fonctionnel, mais également le laboratoire qui accompagne les services dans le diagnostic de tous les jours. C'est dire que l'ensemble des services actuellement sont fonctionnels, à part peut-être la médecine interne qu'il va falloir démarrer peut-être dans les prochains jours. Mais si on peut donner une idée du bilan d'activité sur les 2 ans et demi de fonctionnement, c'est à peu près quelque chose comme 4500 malades qui ont été hospitalisés durant cette période. C'est dire un peu tout ce volume d'activité et cette fréquentation de l'hôpital par les populations. C'est à peu près 30 000 consultations, quelque chose comme 2000 interventions chirurgicales qui sont pratiquées depuis le début de l'inauguration de cet hôpital. Ce qui fait que, voilà, vous imaginez le volume d'activité et de fréquentation. Parce qu'auparavant, avant l'hôpital quand même, Kédougou avait un centre de santé qui faisait quand même l'essentiel, quelques activités, telles que la chirurgie générale, la pédiatrie et la neurologie. Mais l'ensemble de ces malades étaient quand même évacués sur Tamba avec beaucoup de souffrance et beaucoup de difficultés. Et depuis la présence de l'hôpital Ahmad Dansokho, ces populations sont quand même soulagées parce qu'ils n'ont plus besoin d'aller à Tambacounda pour se faire soigner, comme l'a rappelé hier le président de la République. Docteur, vous êtes dans une zone frontalière. On imagine véritablement que parfois vous êtes débordé par le nombre de patients que vous recevez. Comment vous vous organisez justement pour pouvoir gérer ce flux important? Et au niveau du personnel également, est-ce qu'il y a suffisamment de spécialistes ou de médecins en interne justement pour prendre en charge ces différents malades-là? La question qui a été toujours posée pour ces régions éloignées, c'était toujours la disponibilité des spécialistes. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait énormément d'efforts. Je profite de l'occasion pour saluer Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui a fait quand même énormément d'efforts pour doter l'hôpital de Kédougou de médecins spécialistes. Je disais tout à l'heure qu'avant, c'était peut-être 3 spécialistes au maximum dans la région. Et aujourd'hui, on a une vingtaine de spécialistes qui sont dans la région de Kédougou, qui sont à l'hôpital dans ce côté de Kédougou. Et parfois, même sur certaines spécialités, c'est des doublures. Je peux citer par exemple l'exemple de la pédiatrie où on a 2 médecins pédiatres, l'exemple de
de la réanimation où on a 2 médecins anesthésistes réanimateurs, ce qui est d'habitude rare dans les hôpitaux régionaux. C'est dire que quand même, en tout cas en termes de présence des spécialistes médecins, c'est quand même l'hôpital assez doté et les gens sont là, ils relèvent les défis tous les jours. En présence d'infirmiers également d'État, de sages-femmes et des autres personnels d'appui, l'ensemble des services sont suffisamment dotés, ce qui nous permet jusqu'à présent de pouvoir fonctionner de manière optimale. C'est vrai que nous sommes dans une zone frontalière, hein, vous l'avez rappelé, et aujourd'hui, du fait de notre proximité avec les pays limitrophes tels que la Guinée et le Mali, ces ressortissants de ces pays viennent également se faire consulter, se faire soigner du fait de la proximité de l'hôpital Hamadan, en fait, du fait de la position géographique de cet hôpital. On s'organise. Un hôpital, c'est un fonctionnement de tous les jours, c'est 24 heures sur 24. Il faut mettre des équipes de garde, permettre aux services d'urgence de fonctionner et permettre également aux services d'appui, tels que l'imagerie, tels que le laboratoire, de pouvoir accompagner ces services qui fonctionnent normalement, globalement, pour qu'on puisse faire en tout cas des soins de qualité et accompagner les populations. C'est vrai que c'est un hôpital public. Évidemment, le financement vient de l'État, mais est-ce que les sociétés et les exploitants miniers soutiennent également cet hôpital et de quelle façon, si c'est le cas? Il y en a quand même quelques-uns avec qui on s'est rapproché, on commence à discuter. Il y a quand même, si je prends l'exemple de la société Samangalou, qui exploite un peu, la société Vinci plutôt, qui est un peu dans le barrage de Samangalou, qui nous a quand même recruté un médecin spécialiste et mis à la disposition de l'hôpital. C'est un soutien énorme. Il y a la société PMC avec le conseil départemental qui est en train de nous accompagner pour la construction d'un abri accompagnant. Mais je pense que les sociétés minières, vous me permettez quand même de faire ce plaidoyer, doivent quand même faire beaucoup plus pour l'hôpital régional de Kédougou, parce que c'est un hôpital d'envergure régionale qui permettrait quand même, s'ils nous accompagnent, de pouvoir soulager les populations. Et je pense que dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, ces sociétés minières qui sont dans la zone doivent quand même mettre la main à la poche et accompagner le centre hospitalier régional dans ce de Kédougou. En tout cas, nous leur tendons la main quand même pour qu'ils nous accompagnent dans ce cadre-là. Et surtout, docteur, par rapport à ça, surtout par rapport à l'exploitation de ces ressources minières, on sait que les populations qui sont aux alentours de ces sites d'exploitation sont souvent confrontées aux conséquences de ces exploitations. Est-ce que vous avez peut-être évalué l'impact sanitaire de ces activités qui touchent les populations aux alentours ? Il y a quand même un impact sanitaire certain. Déjà, c'est des orpailleurs qui travaillent dans des conditions assez difficiles, assez compliquées, avec parfois des risques d'éboulement. Et malheureusement, parfois, c'est des corps sans vie qui nous sont amenés. Et si ce n'est pas des corps sans vie, c'est malheureusement des traumatismes crâniens. Et c'est assez récurrent dans la ville. Et il faudrait peut-être que ce secteur soit mieux accompagné, mieux encadré, mieux sécurisé pour que quand même améliorer un peu la pratique à ce niveau. Et au-delà de ces risques d'éboulement, c'est également l'utilisation des produits toxiques tels que le mercure qui impactent également sur la santé des populations qui sont dans cette exploitation, surtout traditionnelle en réalité, parce qu'il n'y a pas souvent les mesures de sécurité nécessaires. Et malheureusement, parfois, quand ils arrivent à l'hôpital, les cas sont assez désespérés, assez dépassés. C'est tout l'intérêt quand même de faire beaucoup de prévention en amont pour que de telles situations ne puissent pas se produire. Docteur, on va rester justement sur cette même question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une cartographie des risques pour permettre justement leur gestion? Parce qu'il y a aussi tous ces camions qui transportent des hydrocarbures. Parfois, il y a des blessés. Adama parlait tout à l'heure de l'impact justement de l'exploitation minière dans la région. Est-ce qu'il y a une cartographie justement des risques pour permettre une meilleure gestion? Kédougou, c'est vrai, hein, c'est une réalité particulière hein, et il faut cartographier les risques. Le risque qu'on a évoqué tout à l'heure,
cette production d'or. Mais au-delà de ça, c'est tout le corridor qui est utilisé et avec quand même des risques d'accidents de la circulation. Et même au-delà de ces accidents de la circulation, Kédougou, c'est également une zone à potentiel épidémique, avec du fait de la proximité des régions frontalières telles que la Guinée qui, on a parlé de chikungunya ces temps derniers. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de surveillance épidémiologique, il faut beaucoup de traumatologie orthopédique. C'est pourquoi quand même, nous avons quand même ce secteur qui travaille beaucoup du fait quand même de ce surcharge de travail. Et pour dire vrai, c'est la particularité de la zone avec cette cartographie des risques qui fait qu'en réalité, on doit s'adapter en fonction des spécialités qui devraient pouvoir gérer ces types de risques. Et j'en appelle un peu au ministère de la Santé et de l'Action sociale pour quand même mettre en place la neurochirurgie, parce qu'on se rend compte, après 2 ans de pratique, que la plupart des malades, malgré quand même notre plateau technique qui sort de la région, relèvent du domaine de la neurochirurgie, parce que l'importance des accidents et son corollaire, les traumatismes crâniens, sont extrêmement importants dans la zone. Notre deuxième invité en présentiel avec nous, Mouhamadou Diallo, qui est le fondateur de CEO MAG, a également une question pour vous, docteur. Allez-y. Très bien, merci beaucoup pour l'invitation et l'opportunité que vous me donnez pour adresser une question à votre invité. En tant que journaliste, je me rejoins donc à cette problématique. Donc, je suis spécialiste donc, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, en matière de télémédecine, c'est une solution pour les hôpitaux ou pour les centres de santé qui sont un peu éloignés. Qu'est-ce que vous avez mis en place aujourd'hui en termes de numérique pour accompagner cela? Et est-ce que vous avez des connexions avec le national, donc les hôpitaux qui sont à distance, avec des spécialistes également qui sont un peu lointains? Merci pour cette question très pertinente. Je peux vous donner l'exemple de notre système de radiologie, scanner, mammographie, table télécommandée, qui est carrément numérisé et digitalisé et qui permet, même si on n'a pas sur place un médecin radiologue, de pouvoir lui envoyer des images qu'il puisse interpréter et donner les résultats qui puissent permettre au médecin de pouvoir continuer sa prise en charge. Donc, dans ce domaine précis de la radiologie, c'est vraiment une réalité en termes de télémédecine. Ailleurs également, nos médecins sont tout le temps en contact avec leurs collègues de Dakar pour des avis, pour des orientations éventuellement, surtout quand la prise en charge nécessite quand même une multidisciplinarité parfois, c'est en médecine. Mais j'avoue que c'est un secteur qu'il va falloir mieux développer et mieux cerner pour pouvoir quand même impacter mieux sur la prise en charge des malades. Mais comme je le disais tout à l'heure, par rapport à la présence des spécialités, le ministère de la Santé a fait énormément d'efforts pour quand même pouvoir les déplacer et les fixer au sein du centre hospitalier régional Amadou Dansokho de Kédougou. Et le seul problème qu'on a parfois, c'est du domaine de la radiologie, où quand même cette télémédecine est une réalité au sein de l'hôpital. Docteur, on peut dire, après justement toutes ces explications que vous venez de nous donner, que 2 ans après, l'hôpital est quand même sur une bonne lancée. Il y a tout de même de grands défis à relever encore. Vous parliez tout à l'heure de neurologie. On va peut-être terminer l'entretien sur ça. Quels sont aujourd'hui ces grands défis-là que cet hôpital doit relever? Financement, accompagnement personnel. Faites-nous un tout petit peu le point. On va terminer avec ce plaidoyer-là. Merci Adama. C'est vrai que l'hôpital a démarré et j'en profite quand même pour remercier en tout cas cette vision du président de la République qui a été quand même d'une vision extraordinaire, qui a permis quand même cette équité territoriale maintenant dans la région de Kédougou, parce que comme je le disais tantôt, Kédougou n'avait pas d'hôpital régional et la plupart des malades étaient quand même envoyés ou dans les autres régions. C'est dire que quand même c'est une excellente vision de Monsieur le Président de la République qui nous permet aujourd'hui de solutionner ce problème et d'avoir une équité territoriale dans cette région. Et remercier également le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Mani Khemes Ngam, qui a pu quand même, en tout cas, dans des délais records, travailler pour que cet hôpital soit fonctionnel et opérationnel.
Maintenant, il y a toujours des plaidoyers à faire. Aujourd'hui, le défi de la maintenance de cet hôpital demeure une réalité. Il faut qu'on y travaille, nous, en tant que directeur, avec le personnel de l'hôpital. Mais il faut que sur cette question, qu'on puisse être accompagné par le ministère de tutelle. Et les populations également devraient pouvoir nous accompagner parce que c'est eux qui utilisent ces locaux. Et dans le cadre de leur comportement également, peuvent impacter sur la maintenance des équipements et de l'infrastructure. Donc, c'est un défi qui est là. Il va falloir, sur 5-10 ans, que l'hôpital puisse continuer à quand même fonctionner et que tous les appareils puissent fonctionner régulièrement. Je profite de votre tribune également pour faire un plaidoyer sur le réseau téléphonique. Nous sommes dans une zone où on n'a pas souvent de réseau et ça gêne souvent la coordination. Et il serait quand même important que les opérateurs téléphoniques puissent nous aider à pouvoir améliorer le réseau dans l'alentour de l'hôpital pour que la coordination puisse être plus efficace. Les autres aspects également de la coordination, en fait des défis comme vous dites, hein, c'est de renforcer le plateau technique. Il faut toujours renforcer, aller vers d'autres spécialités beaucoup plus pointues. Je parlais tout à l'heure de la neurochirurgie, mais on espère pouvoir développer le volet gastro-entérologie d'ici peu de temps. C'est des aspects qui nous paraissent également importants. Mais ce que je n'ai pas dit également, c'est un défi qu'on a déjà relevé et qui est important de souligner. C'est la présence du service d'hémodialyse au centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou. Autant, Kédougou n'avait pas de dialyse. Et les patients, pour se faire dialyser, étaient obligés d'aller dans les autres régions. Mais maintenant, ils sont tous revenus à Kédougou. Et Madame le ministre est dans la région. Il passera demain pour inaugurer notre centre d'hémodialyse au centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou. Voilà. L'autre défi également, en fait, c'est plutôt un plaidoyer. C'est un peu qu'on puisse nous accompagner également par rapport au ministère de l'Urbanisme dans le cadre des vies, surtout par rapport à l'aménagement du devanture de l'hôpital. Merci beaucoup, Docteur Dia. On imagine évidemment que tout cela est possible aussi grâce aux infrastructures routières qui permettent aujourd'hui aux populations d'accéder plus facilement à cet hôpital régional. Hier, le chef de l'État l'a dit, il y a une enveloppe de 600 milliards, autant pour moi, qui sera allouée à la région de Kédougou. On imagine bien évidemment que l'hôpital fera partie des priorités ou des premières qui bénéficieront bien évidemment de cette enveloppe pour le bien-être des populations. Le bien-être, c'est surtout la santé aussi. Merci véritablement d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions ce matin. De raccrocher, Adama, c'est que quand même déjà, ce que le président de la République a eu à faire, c'est le pont de Fongolimbi qui a désenclavé cette zone. Le pont. Il y a au moins la route du pont jusqu'à l'hôpital qui est quand même opérationnel et fonctionnel, avec un très bon éclairage qui permet quand même aux populations de pouvoir accéder facilement à l'hôpital. Absolument. Oui. Merci. Oui. Merci beaucoup, Docteur Dia. Combien de personnes travaillent aujourd'hui au niveau de cet hôpital? Juste le chiffre. Nous sommes 180 agents de santé qui sont là, sans compter quand même 75 personnes qui tournent autour du nettoiement, du gardiennage, de l'accueil, orientation, voilà, et du brancardage. Merci beaucoup, Docteur Dia. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions ce matin et de nous avoir accordé du temps. Bonne journée. On imagine que ce n'était pas si évident, vu l'heure tardive à laquelle ils ont terminé hier. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de passer une excellente journée. Alors, on poursuit cette matinale à 7h, passé de 4 minutes. C'est l'heure de passer à la rubrique de Hassan Sine et administration. Et nous allons justement enchaîner, Hassan, avec ton premier sujet qui porte sur Dynamic Learning avec Sénégal Numérique, le bac à portée de clic. Exactement, et c'est pour lutter contre le taux d'échec au niveau du bac. Vous savez, hein, c'est pratiquement le concours le plus discuté au Sénégal. Voilà, et donc... qui fait peur. Voilà, qui fait peur. Exactement. Et pour assister vraiment certains élèves qui ont un niveau quand même
qui ont besoin d'être soutenus en tout cas, et ceux qui ne peuvent plus aller dans les écoles. Ouais. Donc il y a une plateforme qui a été créée dans le cadre d'un partenariat entre Dynamic Learning et Sénégal Numérique. Et cette plateforme donc permet de suivre des cours du bac à distance, partout où on est. Et même si on a besoin d'une assistance physique, quel que soit le département où l'on se trouve, Oui. on peut aller dans un espace Sénégal Service de Sénégal Numérique SA pour se faire assister. Oui. Et les prix sont tellement abordables. Et la plateforme a été lancée il y a 2 semaines. La fondatrice de cette plateforme était d'ailleurs notre invitée ce jour-là, ce mardi-là. Oui. Ici, elle nous a expliqué un peu comment ça fonctionnait. Et donc, nous allons revenir un peu sur le rapport entre Sénégal Numérique donc, et cette plateforme avec le conseiller du directeur général de Sénégal Numérique SA, M. Abdou Ndiaye. Et nous allons aussi écouter Mme Ami Rose Konaté, qui est la fondatrice donc, de Dynamic Learning. Je vous propose de suivre l'élément. Sénégal Numérique est une entité de l'État investie donc d'une mission de service public. Et par conséquent, toute occasion est bonne pour accompagner tous ceux qui sont porteurs de projets à forte valeur ajoutée. Dynamic Learning s'est inscrit dans cette perspective d'aider les jeunes Sénégalais, particulièrement ceux qui font le baccalauréat, à pouvoir maximiser leurs chances de réussite en toutes circonstances. Et c'est fort de cela que Sénégal Numérique a fait le choix d'accompagner cette structure afin de pouvoir, en tout cas, permettre à l'ensemble des jeunes Sénégalais candidats au bac de pouvoir véritablement réussir cet examen-là, ce qui nous permettra considérablement d'amoindrir les taux d'échec que nous connaissons très souvent au baccalauréat. Le sens de cette collaboration, c'est d'en arriver aujourd'hui à faciliter la démocratisation et l'accessibilité au savoir. Parce qu'aujourd'hui, Sénégal Numérique, à travers ses espaces Sénégal Service, peuvent permettre à ces jeunes, où qu'ils puissent être, de se sentir concernés par ce qui est en train d'être fait par Dynamic Learning. Qu'on soit à Saraya, qu'on soit à Kédougou, qu'on soit à Dakar, Thiès ou Matam, les Sénégalais aujourd'hui disposent de toutes les mêmes opportunités de pouvoir en tout cas bénéficier de cette plateforme à travers aujourd'hui la connectivité que nous avons offerte aux Sénégalais à travers les 45 départements, à pouvoir véritablement aller dans ces espaces-là, saisir les opportunités de connexion qui existent, saisir aujourd'hui la disponibilité d'une salle de formation dédiée afin de pouvoir aujourd'hui entrer dans cette plateforme, bénéficier des contenus pédagogiques qui y sont insérés et de pouvoir véritablement se préparer en conséquence pour le baccalauréat. La plateforme Dynamic Learning Bac a été créée pour accompagner les candidats au bac à la réussite. Et accompagner les candidats à la réussite, ça veut dire les prendre les premiers jours de l'année scolaire et y aller pas à pas jusqu'au jour de l'examen pour les emmener à la réussite. Alors les données sont lourdes, c'est vrai, la plateforme, mais la plateforme elle est logée à plusieurs endroits. Elle est logée une partie au Sénégal, une partie ailleurs, donc pour la rendre un peu plus souple. Mais les espaces Sénégal Service, on en a besoin parce que lorsqu'on quitte Dakar, on a souvent des problèmes de connexion parce que si on parle de candidats libres ou même de candidats classiques, parfois ils n'ont pas les moyens d'avoir la connexion pour se connecter et rester longtemps sur la plateforme. Donc ces centres Sénégal Service seront des lieux de rencontres et des lieux pour travailler, créer la communauté pour les candidats au bac. Et ça aussi, c'est essentiel dans l'accompagnement, savoir que nous sommes une communauté pour aller au bac et on réussit ensemble. Et cela, c'est essentiel. Et c'est un sujet qui passionne notre deuxième... Exactement. Exactement. Ça nous amène. C'est une très belle initiative. Comme l'a dit le docteur tout à l'heure, vraiment l'informatique, le numérique, c'est un enjeu pour tous les secteurs. Oui. Et donc le bac en premier, parce qu'on a besoin de réviser. Exactement. Bon, à l'époque, c'était compliqué, mais maintenant, avec une connexion Internet, en principe, on doit pouvoir... apprendre tous les cours au programme du bac. Et donc, Dynamic Learning et Sénégal Numérique SA sont venus vraiment pour aider. Une belle initiative. D'ailleurs, il parle de connexion Internet. Bon, là, je ne vais pas parler de bac, mais tout à l'heure, Dr Dian le disait, il faut aussi améliorer la connectivité au niveau de Kédougou. C'est important pour les hôpitaux aussi. Il a interpellé les sociétés de téléphonie, mais bon, Sénégal Numérique, et ça aussi, oui, c'est en principe. En principe, c'est un appel solennel du chef de l'État qui l'a fait dans plusieurs communiqués du Conseil des ministres où il a appelé vraiment à digitaliser les systèmes sanitaires. Il le faut, Et depuis lors, Sénégal Numérique aussi abat un travail assez intéressant avec certaines structures hospitalières. Récemment, quand on était à Touba, l'hôpital Cheikh Amadou Bamba, qui est du même
On a l'impression que Kédougou est vraiment oublié du fait de son éloignement. Tamba, c'est des zones vraiment où la connectivité dans certaines zones reste très très compliquée. C'est ça. Maintenant, la fibre de Sénégal numérique arrose pratiquement tous les départements de ces deux régions-là. Il suffit juste maintenant aux opérateurs donc c'est vraiment qui les n'ont pas opérateurs d'infrastructure sur place, en tout cas pas partout, donc de se rapprocher de Sénégal numérique SA pour voir comment travailler ensemble pour que la connectivité ne devienne plus un défi, un challenge. Il ne faut pas non plus oublier la fibre à Tivaouane Peulh, même si le porteur de voix n'est pas là. de Aline Bada. Il doit être tout content. Oui, Kédougou, Tamba et Tivaouane Peulh. Oui, c'est ça. Mais le bac, justement, est-ce que quand on arrive en terminale et que finalement on traîne toutes ces lacunes-là, est-ce que c'est pas un peu tard pour essayer de se remettre à niveau? Est-ce qu'on ne devrait pas commencer beaucoup plus plus tôt justement cette mise à niveau-là? Hassan. Justement, c'est grâce à la connectivité. La question de Khadi. Parce que s'il faut attendre la terminale, je pense également qu'il faudra inclure le brevet de la femme. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça aussi, c'est un examen important. Bien avant, c'est la culture numérique qu'il faut digitaliser. Donc, il faut l'inculquer aux plus jeunes pour qu'ils puissent grandir avec et pouvoir l'adapter et le mettre en place dans tout leur processus. Et comme disait quelqu'un, on ne peut pas enseigner comme on enseignait il y a 30 ans. Oui, ça évolue. Mais c'est encore le cas. C'est encore le cas. Le système classique. Le système classique est le même. C'est pratiquement les mêmes programmes à quelques changements près. Et après, même à l'école, les cours d'informatique que l'on propose aux enfants, c'est pas si poussé. Non, et comme vous le dites, il faut absolument que ça change. Exactement, une culture du numérique dès le bas âge. Pour aider ces jeunes-là à être au diapason, pour pouvoir justement inclure. On l'a dit tout à l'heure pour le système de la santé, donc le digital ne substitue pas aux infrastructures physiques, mais ça apporte des améliorations en termes de e-learning, en termes de e-santé. Également, on va parler de mobilité urbaine. Donc, qu'est-ce que le digital peut apporter ce genre en termes de solutions pour moderniser et pour apporter de l'inclusion. Donc, on a déjà vu par rapport au financement digital avec les fintech. Aujourd'hui, on peut payer par mobile, donc c'est des avancées assez énormes. Et il faut qu'on arrive à se mettre dans la tête que le digital est aujourd'hui une solution à pas mal de problèmes, au manque d'infrastructures physiques et que l'Afrique peut bénéficier pour pouvoir booster sa croissance. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'éducation devrait vraiment être le premier secteur concerné par la digitalisation. Et donc, je pense que c'est sur cette approche-là que s'inscrit ce partenariat entre Dynamic Learning et Sénégal numérique. Et pourquoi pas, bientôt le bac, et même avant, comme l'a dit notre invité, parce que les enfants, aujourd'hui, commencent à utiliser l'outil informatique à très très bas âge. C'est ça, on a l'impression que c'est instinctif. L'utiliser de manière et pédagogique. On peut les aider comment ils arrivent à comprendre comment ça fonctionne. C'est comme si instinctivement ils naissaient et puis ils savaient déjà comment ils sonnaient avec. Et moi je découvre des choses véritablement que je ne savais pas avec les enfants. Il y a des fonctionnalités, parfois quand ils essayent de faire, je dis ça ne marchera pas parce que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Ils me disent non, avec la télécommande, tu peux commander. Google fait ceci, Google fait cela. Tu donnes à un enfant une tablette, il va faire des miracles. Toi-même, tu seras étonné. Je découvre véritablement. Je découvre. Ce sont de petits génies. Absolument. Il faut les responsabiliser. Je pense que quand les responsabilisants, ils arrivent de façon intuitive à se familiariser de ces outils et de faire des miracles que nous, on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas grandi avec. Ils sont nés avec. C'est ça. Ils sont nés avec. Donc voilà, c'est des outils qui sont dédiés à ces enfants et je pense qu'ils peuvent apporter beaucoup d'améliorations en termes de fonctionnalité. Moi, ce que je leur dis, c'est toutes ces applications qu'on a créées pour vous, réfléchissez à les créer pour vous-même. Donc voilà, vous êtes né avec, vous avez la capacité de le faire et de réfléchir en termes intuitifs. Donc les applications qui sont adaptées à vos besoins. Et pourquoi pas les impliquer là-dedans pour qu'ils le fassent. Oui, ça c'est un bon moyen. Sur le plan ludique, sur le plan éducatif, culturel, etc. Pour une bonne utilisation. La fonction vocale de YouTube, j'ai découvert avec mon fils. Il voulait écouter une musique, il a pris mon téléphone, je lui ai dit tu peux pas, tu sais pas écrire. Il m'a dit si, il l'a appuyé. Commande vocale. Et ça marche. Elle a peut-être besoin d'une mise à jour. Non, c'était il y a 4 ou 5 ans. Et il va en profiter en plus. Ça marche. Alors Hassan, les journées nationales de la géomatique, c'est dans 7 jours. Oui, c'est la semaine prochaine. Et donc, tous les acteurs, en tout cas,
sont en plein préparatif, y compris le Procasef. Le Procasef, c'est le projet cadastre pour la sécurisation foncière. Oui. C'est un des partenaires vraiment du GICC. Le GICC, c'est le groupe interinstitutionnel de coordination et de concertation sur la géomatique. C'est ce GICC qui organise donc ces journées de la géomatique les 21 et 22 novembre prochains à l'hôtel Radisson de Dakar. Et donc, le Procasef nous livre ici, dans cet extrait, son coordonnateur nous livre donc ses attentes et le rôle que joue le Procasef dans ce projet, dans ce plan national géomatique, mais aussi dans le projet en cours, Scène spatiale, qui sera lancé lors de ces journées. Je vous propose d'écouter le monsieur Mohamedou Moustapha Dia. Le Procasef attend beaucoup des prochaines journées sur le plan national géomatique au Sénégal. Sur cette perspective, le Procasef a joué un rôle important en finançant déjà les journées, mais également c'est un projet qui apporte de l'innovation sur pension, mais également avec Sénégal numérique, l'ANAT et tous les autres acteurs. Donc nous attendons beaucoup pour la réussite de ces journées-là. C'est une manière également de revenir sur la problématique de la gouvernance. Et donc c'est tout heureux que le Procasef est invité et va participer pleinement dans l'organisation de ces journées. Alors, Hassan, il y a également le directeur du Procasef qui a livré ses attentes. Effectivement, c'est M. Mohamedou Moustapha Dia, on l'a bien entendu. Donc, le Procasef joue un rôle vraiment très important dans le plan national géomatique maintenant, puisque c'est eux qui gèrent le foncier. Et je pense que son intervention allait dans ce sens donc de l'importance et des énormes attentes vis-à-vis donc de l'exploitation des données géospatiales et satellitaires. Et on en a parlé la semaine dernière aussi avec Maram Kairé, c'est un enjeu de taille. Et je pense que le Sénégal est en train de faire quelque chose de très important dans ce sens. Oui, si on avait bien exploité ces données, ça nous aurait évité beaucoup de problèmes d'inondation dans certaines zones. C'est ça. Et pas que les inondations, ça pourrait booster même l'économie de manière générale. Tout à fait. Tout à fait. Un petit commentaire rapide. Oui, peut-être avec l'apport de la blockchain, qu'on connaît très bien, qui permet également de sécuriser les parcelles. Quand on voit aujourd'hui tout ce qui se passe en termes de litige foncier avec cela, donc je pense que des outils comme la blockchain permettraient donc de sécuriser tout cela et d'apporter une solution durable à la viabilisation donc, des surfaces, etc. Donc c'est complémentaire. Et je vois que Sénégal numérique est incontournable dans tous ces aspects. Vous êtes partenaire? Bravo. On est partenaire pour le digital capture, effectivement. Ah oui, en plus, très bien. On est partout. Mais ça se voit. Et à Kédougou. Oui, aussi. Oui. Alors, merci beaucoup, Hassan. Merci, Anouchka. Pour ta chronique du jour. Mais tu restes avec nous jusqu'à la fin de cette émission. À 7h passées de 18 minutes, on va peut-être suivre le clip du jour, où ce sera après l'invité, notre deuxième invité de ce mardi. Il s'agit de Mohamedou Diallo, directeur général de CIO Mag. Sarah, la précision. C'est CIO ou CIO? CIO, c'est en anglais. CIO. Ah, parce qu'Hassan voulait nous faire... Hassan voulait nous faire un cours de linguistique, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça ce matin, en nous disant qu'il faut dire... Alors il me dit, oui, je connais l'invité. Je dis, ah oui. Et il me dit, CIO Magazine. Je dis CIO. Moi, j'ai dit CIO. Adaman, comment tu l'as prononcé? J'ai dit CIO aussi. Et elle m'a dit, j'ai dit CIO aussi. Donc il y a un petit débat. Il dit, oui. Oui, mais après, on n'a pas fait tout si c'est en français. C'est CIO, voilà. Effectivement. J'ai dit que on l'a prononcé en français. C'est la différence entre l'acronyme et le sigle. Exactement. Le sigle, on lit toutes les lettres. Oui. Et l'acronyme, c'est comme le SIDA, le Procasef. Exactement. On lit tout. Mais je lui ai dit, on ne dit pas JE, on dit GIE. Et donc, du coup, on était là, qui a raison, qui a tort. C'est un débat. Finalement, on a tous tort. C'est un débat auquel on est confronté souvent. Si on le lit en français, c'est CIO. On peut dire, c'est vrai. CIO, c'est en anglais. Donc, c'est CIO. C'est ça, c'est CIO. On a raison. Mais en français, on peut dire CIO, effectivement.
CIO, également, les gens le confondent avec le comité olympique international. Oui, donc il faut dire CIO MAG. CIO MAG, exactement. Que ce soit beaucoup plus clair. Exact. Alors, du 16 au 17 novembre, dans 2 jours exactement, Dakar accueille le Digital African Tour. Je voudrais que vous puissiez nous expliquer un tout petit peu les objectifs de cette initiative. C'est quoi le Digital African Tour? Alors, le Digital African Tour est un événement itinérant qu'on organise maintenant depuis 15 ans. On a été, je pense qu'on a été précurseur dans tout ce qui est organisation d'événements dans la transformation digitale de l'Afrique. On a commencé par le Maroc et on est arrivé au Sénégal en 2018 pour créer la première rencontre des directeurs des systèmes d'information. Donc, pour répondre à votre question, CIO en anglais, c'est Chief Information Officer, qui est l'équivalent du directeur des systèmes d'information, donc le directeur informatique. Donc, il y a 15 ans, l'initiative était de créer un réseau qui regroupe les directeurs des systèmes d'information autour d'un réseau pour échanger sur les bonnes pratiques. Nous l'avons fait au Sénégal, nous avons créé le premier réseau des directeurs des systèmes d'information au Sénégal, il y a 15 ans. Nous l'avons fait au Cameroun, nous l'avons fait en Algérie, nous l'avons fait en Tunisie, à La Réunion, dans plusieurs pays. Et donc, ce qui manquait à l'époque, c'est de mettre en réseau donc, tous ces directeurs des systèmes d'information pour échanger sur les bonnes pratiques. Effectivement, quand on voyait des directeurs d'hôpitaux, justement, les directeurs des systèmes d'information des directeurs d'hôpitaux, qui disaient qu'on avait telle problématique, on les mettait en relation avec un directeur d'hôpital dans un autre pays, qui a les mêmes problématiques, ils pouvaient échanger sur les bonnes pratiques. Idem, ce que je disais il y a 15 ans, quand on prenait les problèmes de la Sénélec, qui avaient des problématiques liées à la mise en place des réseaux de compteurs électriques, de compteurs justement. Donc la Côte d'Ivoire avec les mêmes problèmes. Mais si on les mettait ensemble, ils avaient les mêmes problèmes de délestage. Donc ils pouvaient discuter, avoir des solutions ensemble. Donc ce qu'on a initié il y a 15 ans et qui continue aujourd'hui et qui nous permet donc de faire des étapes dans chaque pays, tous les ans, pour discuter sur les enjeux de la transformation digitale. Et cette année, au Sénégal, nous avons choisi cette thématique, donc c'est la 11e édition. Nous avons choisi cette thématique autour de la mobilité urbaine, qui est un sujet véritable pour nos pays en développement. Quand on voit le coût des embouteillages, aujourd'hui, Dakar fait partie des 5 capitales les plus embouteillées d'Afrique. Absolument. Et ça coûte à l'économie sénégalaise plus de 2000 milliards par an. Et c'était un vrai problème quand on a abordé les questions de géospatiales, de géomatique qui rentrent là-dedans. Des questions de e-santé, donc ça a un impact sur la santé, ça a un impact sur l'environnement. Et donc nous avons réuni tout ce beau monde pour voir qu'est-ce que le digital peut apporter en termes de mobilité urbaine au Sénégal et améliorer ses conditions. Donc pour cela, il faut planifier, pour cela, il faut innover, il faut apporter... donc l'idée également, nous, d'organiser ce Digital African Tour au Sénégal, au-delà de l'événement, de créer ces problématiques liées aux enjeux environnementaux, aux enjeux de la santé, aux enjeux économiques. Il y a un projet de créer un think tank qui a l'objectif de devenir un observatoire pour réfléchir ensemble avec tous les acteurs de la mobilité urbaine sur l'avenir de la mobilité au Sénégal notamment. On a l'impression que c'est un événement réservé à des spécialistes, à des experts dans leur domaine qui sont déjà assez outillés dans le digital. C'est le cas ou pas? Pas forcément, pas forcément. Donc nous voulons apporter cette touche digitale. On parlait tout à l'heure du système de e-santé. Quand on voit ce que le digital peut apporter au monde de façon globale, donc c'est devenu quelque chose de transversal. Le digital apporte à la fintech aujourd'hui, on paye par mobile money, on paye par Wave. Aujourd'hui, c'est grâce au digital. Mais aujourd'hui, ces levées de fonds pour les startups liées au digital, c'est plus de 5 milliards de dollars par an. Et les fintech absorbent pratiquement 64% de ces financements-là. Et à côté, donc, on a parlé de la santé qui arrive en deuxième position avec 8%. On parle de l'éducation qui arrive à 4%. Vous voyez, donc la marge est énorme. Et pour pouvoir faire progresser, la mobilité arrive en 4e ou 5e position avec que 2%. Et donc maintenant, on projette à 30 milliards dans 2 ans ou dans 3 ans. Comment on peut booster tout cela grâce à l'innovation? C'est de créer des champions nationaux. C'est de créer de l'innovation dans tout ce qu'on fait. Donc on l'a fait déjà pour le digital, pour la fintech, qui est aujourd'hui vraiment un secteur qui marche très bien. Donc tout le monde aujourd'hui paye avec le mobile, tout le monde paye aujourd'hui avec le Wave. Ça, c'est démocratisé. Mais demain, c'est d'arriver à l'inclure dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans la mobilité, pour que le digital soit vraiment un facteur de réussite pour... Mais dans la mobilité, est-ce que véritablement c'est possible? Parce que le problème de nos grandes villes africaines, c'est véritablement non seulement l'exode rural, mais c'est le fait que ce soit véritablement les centres économiques. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la capitale, elle brille, et qu'à côté, les autres régions ont du mal. Et donc, tout le monde veut venir dans la capitale. Donc, c'est plein, forcément. Bien sûr. Le numérique peut apporter quoi dans ces conditions-là? Comment
Bon, aujourd'hui, on dit que Dakar, aujourd'hui, le Sénégal compte 18 millions d'habitants. Et Dakar concentre, avec 0,3% du territoire, Dakar concentre vraiment l'un quart de la population sénégalaise. C'est un problème. Donc il y a un problème d'aménagement du territoire qu'il faut inclure. Il faut sortir de Dakar. Il faut sortir de Dakar. Diamniadio et tout ça, est un début de solution. Des villes nouvelles, c'est ça la solution. Donc des villes durables. Donc on en a parlé dans le cadre de cette conférence. Comment décentraliser les choses pour que les villes secondaires puissent justement accueillir des centres, des pôles économiques et attirer du monde pour pouvoir décongestionner les capitales. C'est pas que le Sénégal, c'est toutes les villes africaines qui sont confrontées à ces problèmes. Et donc l'idée, qu'est-ce que le digital peut apporter? Le digital peut participer. Aujourd'hui, on a le BRT. Donc pour revenir, nous organisons ces journées en partenariat avec le CETUD, qui est le conseil exécutif du transport urbain de Dakar, qui est notre partenaire. Et l'idée, c'est de créer... En fait, quand on parle d'inclusion de la population, ça passe par le digital. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Comment arriver à donner, par exemple, les horaires de passage du train? C'est avec le digital qu'on peut le faire. Le BRT, demain, dans quelques mois, le BRT sera inauguré. Mais il y a déjà le TER. Il y a le TER, il y a le BRT qui arrive. C'est d'inclure la population pour qu'il soit vraiment acteur de ce transport urbain. Donc pouvoir dévier, pouvoir trouver des voies de contournement, ça passe par le spatial, ça passe par le digital. Donc on réunit tout cet écosystème pour qu'ensemble on réfléchisse comment améliorer la mobilité urbaine dans le long terme et dans le court terme. Et par rapport à ça aussi, vous l'avez dit tantôt que Dakar fait partie des villes les plus embouteillées de la région africaine. Nous, par exemple, on aurait aimé avoir peut-être un moyen d'avoir un aperçu sur les axes qui sont embouteillés, les zones à éviter, les raccourcis, mais malheureusement, on n'a pas vraiment ça. Ça passe par ces applications. Oui. Donc l'idée, c'est de mettre en place un think tank qui réfléchit sur tout ça et d'avoir un incubateur qui permette aux startups. Vous voyez, donc tout à l'heure, j'ai dit qu'en termes de levée de fonds, sur les 5 milliards qui sont levés en Afrique, la mobilité urbaine n'absorbe que 3%. Comment arriver à multiplier par 2 ce chiffre et de créer des emplois, parce que c'est un facteur de création d'emplois pour nos jeunes. Et c'est facteur d'innovation, donc c'est d'inclure toute cette jeunesse-là qu'on a parlé tout à l'heure, qui sont débordants d'innovation, comment les amener à apporter des solutions nouvelles, comment les amener à réfléchir sur des solutions pour justement... Ces solutions n'existent pas, comme on dit, d'ici à l'horizon de 30 ans, on ne connaît pas les métiers d'avenir. Ces métiers d'avenir-là, c'est ça, c'est grâce aux applications, c'est grâce à l'innovation qu'on peut apporter. Et aujourd'hui, ce qu'on a remarqué, c'est que les acteurs fonctionnent en silo. Il m'est arrivé un accident il y a quelques temps à Dakar. Il fallait appeler, comment on appelle ça, quelqu'un pour venir faire le constat. Ça passe par le téléphone, etc. Mais là, comment digitaliser tout ça pour que ça puisse vraiment être de façon fluide? Donc je pense que tout le monde y gagne. Les assureurs, aujourd'hui, travaillent en silo, donc ils ne travaillent pas forcément avec ces acteurs-là. Comment les réunir dans un écosystème qui soit viable, qui permette aux gens, donc, à travers les applications, de pouvoir déclarer son sinistre par téléphone, de pouvoir se faire payer par téléphone, de pouvoir le faire. Donc voilà, on n'a pas besoin de se déplacer. Donc ça peut limiter les déplacements. Et donc on parle d'une logique, dans les grandes villes, c'est arrivé, donc on dit avoir tout à portée de 15 minutes. C'est-à-dire on ne peut pas dépasser plus de 15 minutes pour aller d'un déplacement à un autre. C'est-à-dire que ce soit l'hôpital, la banque, le lieu de travail, soit situé à 15 minutes de l'endroit où on se situe. Donc c'est des informations qu'il faut... ça passe par les informations, la collecte des données, pouvoir les traiter, pouvoir digitaliser et apporter des solutions nouvelles pour pouvoir contourner les voies et avoir des voies rapides pour pouvoir accéder à tout cela. Il faut créer aussi les réflexes chez les gens, justement, quand on crée toutes ces applications-là, d'aller en ligne, consulter, vérifier l'information, être sûr que de ce côté, on ne peut pas passer à telle heure parce qu'il y aura de la circulation, savoir, apprendre comment utiliser ces applications-là aussi. Exactement. Ça aussi, c'est un gros défi. C'est la culture digitale, donc on en a parlé tout à l'heure, ça passe par là, c'est une éducation, donc on passe par là. Et quand on le fait, donc avec aujourd'hui l'intelligence artificielle, on peut arriver à se familiariser avec ces outils-là, parce que moi, je me dis que l'intelligence artificielle est en fait en partie pour l'Afrique. Quand on arrive à communiquer l'outil, c'est-à-dire on ne sait ni lire ni écrire pour un enfant, ou quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, de pouvoir communiquer de façon avec des chatbots, de pouvoir communiquer avec son appareil, de dire, voilà, pour aller à Diamniadio, par quelle voie passer, etc. Donc, on ait l'information de façon instantanée. Donc, je pense que ça va solutionner beaucoup de problèmes. Oui, parce qu'absolument, il faut penser aussi au côté pratique de la chose, parce qu'on sait que beaucoup ne savent ni lire ni écrire. Le taux d'alphabétisme ou d'analphabétisme, autant pour moi, est encore très élevé ici. Donc, il faut penser à des solutions pratiques
Un peu comme dans le mobile payment, où même nos mamans, dans les zones rurales, arrivent aujourd'hui à utiliser tous les opérateurs. Ils sont nombreux, je ne voudrais pas les citer tous ici. Donc ça aussi, ça va être des pistes de réflexion pour voir comment est-ce qu'il faut rendre ces applications pratiques. Tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les métiers à l'horizon 2030, on ne les connaît pas aujourd'hui. Pratiquement la moitié des métiers en 2030, on ne les connaît pas aujourd'hui. Et c'est cette jeunesse-là qu'il faut acculturer au digital. Et c'est cette jeunesse-là qu'il faut former au digital pour qu'ils puissent réfléchir en amont quelles sont les applications qui pourraient correspondre à ces... Moi, je pense que cette jeunesse, aujourd'hui, a la capacité de le faire. Donc, ils l'ont fait avec le paiement mobile. Aujourd'hui, quelqu'un qui voit une enveloppe s'afficher dans son téléphone, ça veut dire qu'un message est arrivé, vous allez recevoir de l'argent, il peut aller le chercher. Donc, il n'a pas besoin d'être formé ou de parler le français pour le faire. On comprend. Et demain, c'est de dire, voilà, avec telle application... C'est le langage de l'argent, tout le monde comprend. Et on détecte facilement les chiffres. Ça parle à tout le monde. C'est demain donc de digitaliser tout cela et de dire voilà, on peut. Le codage informatique, c'est réservé aux gens qui peuvent parler français et anglais. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut coder dans sa langue natale. Et donc, quand on réfléchit dans sa langue natale et qu'on puisse faire des programmations dans sa langue natale, forcément, on arrive à créer des outils qui sont intuitifs, qui permettent justement à ces personnes-là qui sont exclues du système de pouvoir avoir le réflexe de dire j'ai une consultation à faire, je ne vais pas me déplacer pour aller jusqu'à l'hôpital, je vais 2 heures de temps, mais je vais le faire avec mon téléphone portable. Le docteur l'a dit tout à l'heure, on peut le faire avec des outils à distance, faire des diagnostics à distance, ne pas se déplacer. Donc la plupart des déplacements, peut-être, on peut les éviter à travers le digital. Donc c'est ça les questions qu'on va aborder dans le cadre de cette conférence de 2 jours. Est-ce qu'on n'augmente pas finalement notre dépendance à tout ce qui est intelligence artificielle, le digital. Et au digital. C'est incontournable. On ne s'expose pas. Oui, bon, Hassan est en train de me dire on n'y peut rien. Mais moi j'ai un tout petit peu peur. C'est comme le train est déjà parti, on ne peut pas faire. Voilà, on ne peut pas. On ne peut pas. Il y avait un moratoire qui avait été lancé pour demander aux experts de l'intelligence artificielle de faire une pause de 6 mois pour pouvoir réfléchir à l'avenir de... Et pendant ce temps-là, Elon Musk s'est dit, OK, on signe ce moratoire, il faisait partie des signataires. Il a développé des outils encore beaucoup plus avancés pendant ce moratoire-là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas arrêter le progrès, on ne peut pas arrêter la technologie. Donc aujourd'hui, comme on dit, on innove aux États-Unis, la Chine copie, l'Europe essaie de réglementer, en Afrique on consomme. Il faut changer ce paradigme pour dire, voilà, on intègre ce train de l'innovation, on a des jeunesses qui sont débordantes de capacités et d'innovation, on les forme, parce que ça ne nécessite pas une industrie qui permet donc de mobiliser beaucoup d'argent. C'est de l'intelligence. Cette intelligence-là, on l'a. Donc voilà, autant former nos jeunes, les acculturer au digital pour qu'ils puissent justement apporter ces touches qui permettent donc de... Quand on prend ces outils d'intelligence artificielle, ils ont été pensés par des Européens ou par des Américains. D'accord ? Donc quand on met des demandes, etc., ils mettent peut-être l'homme blanc ou la femme blonde, etc. Mais quand on met des spécificités pour une personne noire, on n'a pas ça. Donc comment maintenant former cette jeunesse-là à réfléchir en amont, à apporter des solutions qui sont adaptées à nos besoins en tant qu'Africains, en tant que Noirs, etc. Donc ça passe par la formation. Donc on a les outils. Ce qu'on fait aujourd'hui avec le bac, en formant des jeunes au bas âge, aux outils du numérique, participe à cela. Donc je pense que nous, il y a 15 ans, on l'a compris. On a été précurseurs là-dessus, en disant aux directeurs de systèmes d'information, le numérique arrive et ça va complètement changer nos entreprises en termes de compétitivité. Si on met l'informatique en marge de la société, on n'avancera pas. Ça ne marchera pas. Et donc on a participé à l'acculturation de ces entreprises et de ces administrations en disant que le digital est fondamental pour nos entreprises. En Europe, on le fait. Et ce que je leur disais, le patronat, ils sont puissants, mais ils ont un réseau pour pouvoir influencer. Maintenant, mettez-vous en réseau, créez des conditions pour dire que l'informatique est incontournable. Et voilà, donc on a fait ce plaidoyer-là aujourd'hui. Il reste 1 minute, Hadi. Il y a une question. Bon, juste une proposition. Il faudra véritablement creuser pour limiter donc le trafic. Par exemple, faire un logiciel de covoiturage. Voilà, covoiturage également qui est en symbiose également avec l'intelligence artificielle. Comme ça, par exemple, quelqu'un qui va à Tivaouane Peulh, lorsqu'il entre donc dans le site, il donc utilise, grâce à l'intelligence artificielle, il peut utiliser donc et dire que je vais à Tivaouane Peulh. Est-ce qu'il y a une personne qui serait intéressée, par exemple, pour me déposer? Et cela, je pense que cela donc va réduire considérablement le trafic. Cela se fait
en Europe, mais je ne suis pas certain que ce logiciel de covoiturage... Ça existe déjà. C'est un peu faible, parce qu'on a l'informel. Il ne faut pas oublier l'aspect informel. Les gens sont sur la route. Et quand on passe, ils n'ont pas besoin forcément d'avoir cet outil. Parce qu'il y a des sociétés qui ont fait le succès aux États-Unis et en Europe, ça marche, parce que les gens ça existe. Ils en ont besoin. Mais c'est différent du système des clandos que l'on connaît. Exactement. Mais c'est modernisé. Covoiturage. Il y a des gens avec une plateforme. Moi, je connais des applications qui permettent en tout cas de faire du covoiturage, mais ça ne marche pas. C'est pas suffisamment connu. C'est le cas en Europe. Justement, c'est ça en fait le sens de ma question. Est-ce que toutes les applications qu'on développe en Europe et qui marchent très bien, les Uber et tout cela, est-ce que si on les applique en Afrique, ça marche? C'est pas toujours le cas. Il ne faudrait pas réfléchir sur les tropicaliser. À mon avis, il faut les tropicaliser. Absolument. Si on a des spécificités africaines qui ne se collent pas forcément aux réalités africaines. Moi, je fais partie des gens qui disent que l'Afrique est aujourd'hui un laboratoire pour l'Europe. Puisque aujourd'hui, quand on parle de mobile payment, c'est en Afrique que ça a commencé. Aujourd'hui, c'est en train de se propager partout dans le monde. Et l'Afrique a servi de tremplin pour le développement du mobile money pour le reste du monde. Et pour le reste également, on peut le faire. Parce qu'on a moins de contraintes réglementaires qui permettent donc d'expérimenter des choses comme dans la mobilité, comme dans la e-santé. Parce que dans la e-santé, donc, c'est tellement réglementé en Europe qu'on ne peut pas le faire. Mais aujourd'hui, on manque d'infrastructures, on n'a pas d'hôpitaux. Mais on peut aujourd'hui mettre en place des infrastructures qui permettent aux hôpitaux de faire des télédiagnostics à distance et de pouvoir le faire. Donc nous, je pense qu'on peut le partager. Parce que même, je pense qu'il y a une application qui a été mise en place au Sénégal qui permet donc de reconditionner les médicaments qui n'ont pas été utilisés. Effectivement. Dans un cadre Joko Santé. C'est une belle école parce qu'il y a beaucoup de gâchis. Donc les gens ont beaucoup de médicaments à la maison qu'ils n'utilisent pas. Comment faire pour le partager? Donc je pense que c'est des choses comme ça qu'on peut nous développer, qui collent à nos réalités et qu'on peut partager avec le reste du monde. Et je pense que c'est l'avenir. C'est ça. Merci beaucoup. On a plein d'autres questions, mais bon, le temps, n'est-ce pas? Le temps. En tout cas, on vous invite à venir au Digital African Tour qui se tiendra les 16 et 17 au Pullman, une partie au Pullman, donc le 16. Et le 17, on sera à la Maison de la Mobilité, à Liberté 6, en partenariat avec le CETUD, pour faire une visite liberté. Également lancer le think tank sur la mobilité urbaine qui va réunir l'ensemble des acteurs pour justement réfléchir comment apporter cette touche digitale dans la mobilité et créer un écosystème viable pour l'ensemble des acteurs de la mobilité. Hassan y sera sans doute pour nous. N'est-ce pas? Un plaisir. Merci beaucoup. Même vous restez avec nous. D'autres questions, ce sera dans la deuxième partie, avant donc la fin de cette matinale, 7h37. On va suivre le clip du jour. Merci beaucoup, Binta. Elle a usé de tous ses arguments, comme on la connaît. Et des arguments, elle en a, notre brave Binta. Binta nationale, pour permettre au docteur Dian d'être avec nous ce matin en direct. Et merci encore une fois au docteur Dian aussi. Félicitations pour le travail qu'il a bas au niveau de l'hôpital régional. Exactement. Et nous en profitons également pour remercier nos équipes sur place à qui nous... Ils sont nombreux, hein. Soukaba, Anta, Mariama, Ramabo, les équipes techniques. Lamine Touré, les équipes techniques. On comprend aujourd'hui, c'était pas évident de nous rejoindre dans Kékéliba, puisque le conseil présidentiel a fini très tard hier. C'était pas évident du tout. Alors, mais vous pourrez, on pourra les avoir tout au long de la semaine pour faire justement le point sur ces tournées économiques. 7h41, c'est l'heure des infos, le bulletin. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Kédougou, une belle région non loin des frontières du Mali et de la République de Guinée. Une ville du sud-est du Sénégal à l'honneur pour l'entame de la tournée économique du président de la République. Il s'agit à travers ce conseil présidentiel de développement de faire le bilan des engagements de l'État, l'évaluation des politiques publiques, mais également la mise à jour des urgences et des préoccupations majeures de Kédougou, la terre des hommes, riche en ressources naturelles. Kédougou est une zone éco-géographique à forte potentialité économique, avec d'une part une pluviométrie abondante qui enregistre une moyenne annuelle de 1200 mm sur 5 mois et un réseau hydrographique dense
constitué de 2 cours d'eau permanents, la Gambie et la Falémé, ainsi que de centaines de rivières et mares, et d'autre part l'existence de terres fertiles, abondantes, mais faiblement exploitées. Le secteur agro-sylvo-pastoral offre des possibilités d'activités énormes pour la région. À cela, il faut ajouter de nombreux gisements et indices d'or, de fer, d'uranium, de lithium, d'étain, de cuivre et de nickel, entre autres, qui confèrent à Kédougou le statut de région minière par excellence et territoire d'attraction pour les investisseurs. Un cadre d'échange ouvert et inclusif à 228 milliards 835 708 343 francs CFA. Et cela correspond à un niveau d'exécution de 223% par rapport aux engagements initiaux. Il convient donc de signaler qu'un montant de 195 milliards a été globalement investi dans l'axe 1 du PSE, consacré à la transformation structurelle de l'économie et à la croissance, soit un taux d'exécution de 219% par rapport aux engagements de l'État sur ce premier axe du PSE. De même, un taux d'exécution de 47,5% est noté sur l'axe 2, capital humain, protection sociale et développement durable, avec un volume d'investissement de 46 milliards, et l'axe 3, gouvernance, institutions, paix et sécurité, a bénéficié d'un investissement global de 2 milliards 668 millions. Monsieur le Premier ministre, c'est sur ce axe qu'il faudra insister pour le prochain programme. Des engagements et des investissements, particulièrement en infrastructures de désenclavement, et c'est parce que le chef de l'État accorde beaucoup de crédit à l'inclusion, à l'équité territoriale. Kédougou, une ville lumière au cœur du Sénégal oriental. Depuis 2012 jusqu'à nos jours, il y a un changement à Kédougou. Même à Gadadinguessou là-bas, il n'y avait pas de lumière, mais actuellement, tu peux partir là-bas sans problème. Il y a quelques années, la situation était tout autre. Une ville mal éclairée, mais aujourd'hui, cette circonscription administrative a bénéficié de plus de 1000 lampadaires solaires. Kédougou faisait partie des communes qui ont eu beaucoup plus de lampadaires. Nous avons eu presque 1000 lampadaires. Et aujourd'hui, il y a un programme que le président de la République a initié qui permet à chaque commune d'avoir au moins 200 lampadaires. Je pense qu'ils ont commencé, ils vont venir vers Kédougou pour installer ces lampadaires. Donc le président de la République, nous ne pouvons pas le payer, nous ne pouvons que le remercier. C'est pourquoi toutes les dispositions ont été prises pour que l'accueil soit exceptionnel. Des investissements qui facilitent la mobilité urbaine et permettent surtout aux populations de circuler librement. Au petit matin, les équipes de la SONAGED se préparent à retourner sur le terrain pour donner de l'éclat dans le quotidien des Kédovéens. Du haut de son mètre 83, la démarche légère et assurée, Mamadou Gueye Pabi connaît ce parquet par cœur. Entre le stadium Marius Ndiaye et le jeune coach, c'est toute une histoire. Dire que mon histoire déjà commence à l'âge de 16 ans. J'étais encore à Thiès lors d'un tournoi, le tournoi des jeunes, où j'ai été même élu à la fin meilleur joueur du tournoi, en remportant le trophée contre le Kaolack. Je pense que c'est mon premier trophée que j'ai eu à soulever ici à Marius Ndiaye, c'était en 1995.
que je n'oublie pratiquement jamais parce que ça fait partie des meilleurs souvenirs, des plus beaux souvenirs que j'ai eu, mais aussi des déceptions hein, parce que j'en ai perdu des matchs. La quarantaine, l'homme aux 7 trophées du championnat national, est un passionné de la discipline depuis son enfance. J'ai commencé le basket très tôt, à l'âge de 6 ans, à Thiès, à la Cité Baladé, là où tout le monde jouait pratiquement au basket, parce que mon père était cheminot. Nous habitions dans une cité fermée, où nous avions la possibilité de jouer au football, au basket, au tennis. Et par l'intermédiaire de Feu Konaré, il y avait cette idée de donner à chaque maison un ballon. Et le virus m'a chippé comme ça. Et depuis lors, je suis dans le basket. Le secret de ses succès, du travail, le respect de ses joueurs, mais aussi une exigence commune. On tire vers le professionnalisme, donc il y a des règles qui sont établies. Alors c'était les infos, le bulletin de ce mardi dans votre matinale. Kenkeliba, bienvenue si vous nous rejoignez. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On a d'ailleurs quelques réactions, surtout à propos des différents sujets que l'on a développés ici. Le digital notamment. On a eu Samba Guissé qui dit que le digital est un langage universel. Il vous rejoint dans ce que vous disiez tout à l'heure. Même si l'exception confirme la règle, ce sont toutes les langues sauf le CRRC. Les Syriens voilà, ont encore pour la blague ce matin. La petite blague. En tout cas, merci à tous ces internautes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Il est 7h51. On va passer à la rubrique littérature avec Khadi qui nous parle d'abord de la 31e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain. Voilà, cela s'est déroulé du 7 au 11 novembre à la Maison des écrivains. Au menu, il y avait une cérémonie de remise de distinction. D'ailleurs, un prix de reconnaissance a été décerné à son Excellence, le Président de la République, M. Macky Sall. Ils ont revisité également la vie et l'œuvre de la marraine Ken Bougoul. Également, ils ont passé au peigne femme, la littérature du Togo. Pays invité d'honneur. Et pour boucler la boucle, un colloque a été axé sur la question de l'immigration. Justement, la marraine Ken Bougoul revient sur le thème littérature et immigration. L'immigration est perçue comme une problématique dans un monde de repli sur soi, d'indifférence, de construction de murs de plus en plus hauts, de montée du nationalisme. Pourtant, la migration est le phénomène le plus naturel de la création. Nous savons que toute création, toute vie nécessite une migration. L'être humain, à l'instar de la plupart des mammifères, naît de la migration des spermatozoïdes vers les ovaires. La faune et la flore dépendent de la pollinisation. La race humaine actuelle découle de la migration. Les premiers êtres humains du continent africain sont les ancêtres de toute l'humanité. C'est à partir de là que les humains primitifs ont migré vers d'autres contrées, principalement pour des raisons de survie. Cela a permis à l'humanité de perdurer et démontre que nous sommes tous le résultat de migration. Cette réalité s'applique également à ce que nous consommons, portons et même nos croyances. La vie elle-même est fondée sur une dynamique migratoire, ainsi que la mort qui nous fait quitter un monde pour un autre. Donc la migration, c'est un instinct naturel. Mais l'adaptation est un instinct vital. Il ne s'agit pas seulement de migrer, mais quand on migre, il faut aussi avoir des capacités d'adaptation pour survivre dans le nouveau milieu. Par conséquent, l'ouverture et l'adaptation sont essentielles. C'est valable aussi pour la littérature, qui encourage l'écrivain à être un migrant perpétuel et être de son temps. L'écrivain doit faire voyager son imagination, traverser les frontières, repousser les limites, toutes les limites s'il le faut, briser les barrières, entravant la créativité. 2 citations retiennent l'attention.
Les idées ont des ailes. Nul ne peut arrêter leur envol. Le pays où on acquiert de la connaissance est une patrie. Mais un pays dépourvu de culture engendre davantage de frustration, de mendicité identitaire et de désespoir, ce qui peut mener à la violence et à des risques inutiles, voire à la perte de vie, ce que nous voyons aujourd'hui. Rien ne peut remédier à cela que la littérature et la culture en général. Parmi toutes les solutions proposées pour résoudre la question de la migration de notre jeunesse, rien ne surpasse la culture. Parce que la culture plonge ses racines profondément dans les sens, dans les sensations et dans les... Un très bon plaidoyer, surtout que l'immigration clandestine est d'actualité, n'est-ce pas, Hadi? Effectivement. Alors, on passe au mot du jour. Tu nous parles de entume. Voilà, entume, la définition. Voilà, entume qui est le contraire de l'adjectif posthume. Voilà, okay. C'est un mot forgé en 1872 par l'écrivain Alphonse Allais et à l'occasion de la publication d'un recueil de ses œuvres. Une gloire, une réussite a lieu avant la mort de quelqu'un de son vivant. Alors, il est employé dans le discours didactique et en littérature. C'est ça. Entume. Moi, je croyais que c'était avant la naissance, quand tu as dit c'est le contraire. De posthume, posthume. Non, avant le décès, c'est ça. Oui. Voilà, à titre posthume, tout le monde connaît. À posthume, voilà. Oui. Okay. Après le décès, donc entume, c'est avant. Vous connaissez ça, comme antérieur, postérieur. On l'utilise souvent, mais entume un peu moins. Voilà. C'est ça. C'est un mot très, très rare. Oui, c'est ça. On l'utilise rarement. C'est ça. Alors, la nouvelle parution? Nouvelle parution, on en a deux. Et c'est titré « L'éléphant perdu au pays des Lucioles ». C'est un recueil de nouvelles du professeur Magaye Touré. Et on a un recueil de poèmes qui s'intitule « Péripéties émouvantes » et qui est donc de Damba Soumaré. Oui. Et qui vit à Kolda. C'est ça. Tu aimes la poésie, hein? Voilà. Oui, c'est une passionnée. J'adore la poésie. Oui. Elle nous recommande de lire ses livres. Elle lit bien les poèmes. C'est vrai. Elle déclame. Elle y met le ton. C'est bien. C'est vrai, c'est important. Ça donne envie de lire. Merci beaucoup, Hadi. À cette heure passée de 54 minutes, il nous reste 56. Pourquoi je confonds toujours? Moi, je veux bien, hein, si tu me rajoutes des minutes. Je sais. C'est le contraire, tu as 4 minutes. Le reste de notre temps, on te l'accorde avec l'invité. Je voudrais dire rapidement, avant de réinterroger notre invité sur la chronique de Hadi, c'est que c'est un peu dommage quand même que la célébration de la journée internationale de l'écrivain africain, qu'on ait l'impression que véritablement ça passe sous silence, que ça passe inaperçu, et qu'il n'y ait que des connaisseurs ou des écrivains qui se retrouvent entre eux. Je pense qu'il faut réfléchir à emmener la célébration de cette journée dans les écoles. Parce que la lecture, on doit réconcilier nos enfants avec la lecture. Donc, il faut réfléchir à comment, justement, célébrer cette journée, particulièrement dans les écoles. Et à tous les niveaux, que ce soit l'élémentaire, au collège, au secondaire, au lycée. Il faut réfléchir à comment emmener cette célébration dans nos écoles. C'est le petit commentaire. C'est une excellente idée. Oui. Allez, on termine avec notre invité maintenant, Mouhamadou Diallo, très rapidement. Il nous reste 3 minutes, on va aller très vite. Comment jugez-vous l'écosystème du numérique ici au Sénégal? Mais il est assez dynamique, donc je pense que c'est un écosystème, le fait qu'on ait mis en place une stratégie numérique nationale pour accompagner toute cette dynamique du numérique est une bonne chose. On a réfléchi également à comment accompagner l'écosystème des startups, puisqu'on en parlait aujourd'hui. Les startups manquent de financement, les startups manquent d'accompagnement. Aujourd'hui, on a l'ADER qui fait des choses merveilleuses. Et je pense que le gouvernement a pris en compte ces enjeux-là pour accompagner cette jeunesse. Ils ont compris qu'à l'horizon 2030 ou 2050, la plupart des métiers de l'avenir ne sont pas connus. Et donc, comment accompagner cette jeunesse à créer des emplois, à créer des applications pour pouvoir démocratiser les usages, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la FinTech, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, etc.
Je vous relance maintenant sur le Digital African Tour. Combien d'invités sont attendus ici à Dakar? Ça démarre dans 2 jours exactement. Dans 2 jours. Tout est fin prêt, j'imagine. Oui, tout est fin prêt. Donc on a pratiquement 350 inscrits sur le site. Et donc des invités qui viennent de l'étranger, qui viennent du Sénégal et d'Afrique, qui nous rejoignent pour discuter de ces enjeux-là. Donc on a 2 villes invitées qui vont nous apporter des retours d'expérience par rapport à la mobilité urbaine. C'est la Côte d'Ivoire et le Maroc. Donc on a le réseau de transport de Casa et le futur métro d'Abidjan qui vont venir partager les expériences avec le Sénégal qui a quand même mis en place certaines choses comme le TR et le BRT qui va être lancé dans quelques mois et qui vont reconfigurer complètement le paysage de la mobilité au Sénégal. Très bien. Je vais relier le sujet de Hadi au vôtre. Vous êtes le DG de CIO Mag, un magazine dédié au numérique. Est-ce que ça vend? Est-ce que les gens s'y intéressent véritablement? Est-ce que ça se lit? Est-ce que ça marche? Alors, je ne sais pas si vous connaissez le proverbe qui disait si on veut cacher quelque chose en africain, il faut le mettre dans le livre. C'est clair. C'est toujours d'actualité, on ne lit pas assez. On lit pas assez. Un petit peu difficile. Et c'est vrai, on est en train de pousser. Donc, on a tout digitalisé. On avait un magazine qui était un bimestriel qu'on éditait tous les 2 mois. Et les gens ne lisaient pas. Et donc là, on a tout digitalisé. Et donc, c'est justement les apporter des éléments pour qu'ils puissent le lire. Donc, ça se vend bien. C'est ça. Ça se vend bien. Donc, on arrive, mais c'est encore réservé à des spécialistes. C'est ça, tout à fait, j'imagine. Et d'autres initiatives, peut-être, que vous avez déjà eu à mener ou que vous menez en ce moment dans le cadre de ce magazine? Au-delà donc du Digital African Tour qu'on organise par pays, on a une rencontre internationale qui s'appelle les Assises de la transformation digitale que nous organisons annuellement. Donc on a fait 9 éditions à Paris, on a fait une édition au Maroc, c'était les 10 ans qu'on a célébré il y a 1 an. Et on a fait un autre événement à Madagascar, c'était au mois de mai, avec le président de la République de Madagascar, donc avec l'Alliance Smart Africa qui a été lancée par le président Paul Kagame, qui réunit aujourd'hui 40 pays. Nous avons réuni plusieurs ministres en charge du numérique pour discuter sur les enjeux de la transformation digitale. Et la prochaine édition aura lieu en 2024 à Genève. Merci beaucoup. Monsieur Diallo, d'avoir été avec nous. On va répondre à toutes nos questions. Merci Hadi, merci Hassan, merci Sarah. Merci Adama. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Mais nous souhaitons un très bon anniversaire à Maguette Sek, qui est d'ailleurs la sœur de Anta, qui est actuellement à Kédougou. Nous lui souhaitons de passer une journée exceptionnelle. Nos meilleurs vœux. Merci à tous qui nous suivez depuis 6h30. Kenkiliba, c'est donc fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was left.